Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur votre chaîne web Info TV. Bienvenue dans cette nouvelle émission Décryptage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune de la ville de Goma. Il s'appelle Iber Massomeko, il est chercheur en droit et boursier de la Fondation Conrad Adenauer. Bonjour Monsieur Iber et bienvenue dans cette émission. Bonjour Gloire et bonjour à tous les téléspectateurs. Dans cette émission aujourd'hui, on va parler de processus électoral et sécurité, explorer les défis et les aspirations de la jeunesse congolaise face aux enjeux électoraux et sécuritaires en République démocratique du Congo. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels la jeunesse congolaise est confrontée en matière d'élection et de sécurité? Merci beaucoup. Je suis très content de faire partie de cette émission. J'en profite de l'occasion pour saluer les nombreux téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment. Alors, je pense que les jeunes sont confrontés effectivement à des défis multiples sur l'espace politique congolais. Un des défis majeurs a toujours été la manipulation politique. Cette manipulation politique, elle est multiforme et pluridimensionnelle. Surtout ceux qui sont engagés dans les partis politiques, ils se retrouvent sous les jougs de ce que l'on appelle malheureusement autorité morale. C'est eux qui décident et ces jeunes-là, ils sont considérés comme des petits garçons de course, des chambres à tousser qui ne doivent servir que pour porter les drapeaux du parti. Et quand il faut prendre des décisions, quand il faut intégrer les organes de prise de décision du parti, ces jeunes-là, ils sont absents. Alors avec ça, cela ne leur permet pas de se placer en ordre utile, surtout lorsqu'il faut désigner les gens sur lesquels le parti va jeter les dévolus pour pouvoir candidater aux élections. Et donc, le premier défi majeur, il est celui-là. Les jeunes, ils se retrouvent dans une sorte de manipulation politique au sein des partis politiques, ce qui ne leur favorise pas la lutte et aussi cela ne leur donne pas l'opportunité aussi de s'exprimer. L'autre défi, il est un défi d'ordre financier, parce qu'aujourd'hui, pour candidater et pour se classer en ordre utile, non seulement il y a la problématique de la caution qu'il faut déposer à la CENI, mais aussi il y a tout ce qui va avec la logique de notre sociologie électorale. Alors, quand on étudie notre sociologie électorale, aujourd'hui, pour battre campagne, pour arriver à se faire attendre dans l'opinion, il faut faire preuve d'une certaine possession matérielle. Effectivement, il est vrai, c'est péjoratif, c'est une déroute, c'est une déformation, c'est une dénaturation même de la démocratie, mais malheureusement, sur le plan factuel, c'est ça. Et donc, cela cause aussi un problème très sérieux, ce qui fait qu'il n'y a que ceux et ceux qui ont géré les pays pendant longtemps, qui ont eu l'opportunité de pouvoir se positionner sur le plan matériel. Ils ont amassé beaucoup d'argent qui arrive à s'imposer sur l'échiquier, qui font des campagnes et qui arrivent à se faire entendre et aussi à arracher la légitimité de l'opinion. À part ça, nous avons aussi un autre problème qui est lié au niveau des renforcements des capacités. Je pense que la jeunesse de la RDC, nous sommes confrontés à une difficulté de taille. Jusque-là, nous n'avons pas une vision commune pour la République démocratique du Congo. Les jeunes sont éparpillés. Les jeunes sont éparpillés partout sur plusieurs batailles et il n'y a pas une vision partagée. Mais il est vrai, il y a des jeunes qui ont le ras-le-bol, qui ne sont pas d'accord de la façon dont le pays a été géré depuis ces 2 dernières décennies. Parce qu'on a tout vu sauf rien. Effectivement, il y a des gens qui expriment les ras-le-bol, les jeunes qui veulent prendre les devants et qui veulent finalement changer la courbe de l'histoire. Mais aussi, parmi ces jeunes-là, il y a ceux qui sont animés tout simplement par les sentiments de l'agitation et qui ne portent aucune vision pour le Congo. Et cela, ça peut se voir dans les choix des formations politiques qu'ils ont choisies. Il y a des jeunes des mouvements citoyens qui ont combattu la mauvaise gouvernance, qui ont été dans la rue des vives voix, des vifs pieds pour dire non à la mauvaise gouvernance. Mais aujourd'hui, ils ont intégré des partis politiques qui ont imprimé cette mauvaise gouvernance tant décriée. Je pense que, comme dirait Pascal, la folie, c'est faire la même chose et s'attendre aux résultats différents. Nous ne pouvons pas changer ces pays, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de ces pays avec les mêmes procédés qui ont créé ces Mais quand problèmes. même, il y a des jeunes qui ont des belles visions.
Et et de bons effectivement, objectifs. je n'ai pas refusé. Il y a Oui. des jeunes ambitieux Oui. et qui ont des visions et qui se mettent en ligne de bataille. Mais je pense que le climat politique actuel tel qu'il est fait, il n'est pas favorable aux jeunes. L'espace politique, il est suffisamment verrouillé, que ce soit sur le plan du processus même des dépôts des candidatures. Ça commence d'abord au sein du parti politique. Il y a beaucoup de paramètres qui sont mis en marche pour pouvoir écarter les jeunes ambitieux et laisser des Et pourquoi les écarter responsabilités selon vous? à celles qui ont précédé. Pourquoi les écarter selon vous? Pourquoi les écarter? Je crois que dans ce pays, nous avons toujours un problème générationnel. Effectivement, il y a une Conflit de génération, génération. il y a une génération Oui. qui a montré ses limites, surenchèrement, elle a montré ses limites, et qui ne veut pas céder la place. Et voilà, le système est fait tel que, pour intégrer ce système, il faut s'accommoder, en tout cas, c'est mesurer aux humeurs et au système tel qu'il est établi aujourd'hui. Je crois qu'il y a un conflit de générations très sérieux et il devient de plus en plus délicat lorsque nous sommes dans l'espace politique. Est-ce que vous croyez au changement avec ça? Parce que lorsque les vieux n'acceptent pas de céder la place aux jeunes, est-ce que vous croyez au changement? Ou au changement, je vais dire, de la classe politique pour donner la chance à la nouvelle génération? Je crois au changement de la classe politique. Cela devra passer d'abord dans un premier moment par l'éducation des jeunes. Je pense que les jeunes doivent être éduqués à ce qui concerne les civismes, ce qui concerne les valeurs républicaines. L'éducation citoyenne. Les jeunes ont besoin de cette éducation citoyenne pour pouvoir faire le sursaut et marquer la différence. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays est mal géré. Ce n'est pas un problème de compétences, mais c'est juste un problème de conviction. C'est aussi un problème d'individualisme. Donc, si nous arrivons à transformer nos générations, à lui rendre consciente que c'est l'unique génération qui pourra sortir le Congo du fond du trou, nous pouvons arriver à relever ces défis. Parce que c'est presque les mêmes personnes qui dirigent ces pays depuis 1960. Exactement, c'est pourquoi j'ai suggéré qu'il nous faudrait passer non seulement au rajeunissement de la classe politique, mais surtout à la préparation de ces jeunes-là qui vont assumer les fonctions de prise de décision. Et c'est à ce niveau-là que j'insiste spécialement sur les renforcements des capacités en termes de l'éducation citoyenne, en termes de valeurs républicaines, parce que nous avons besoin d'être une génération qui va définir la politique autrement. Nous avons été habitués dans le pays de concevoir l'espace politique comme un espace où on se sert, où les gens vont pour se servir. Je crois que notre génération devrait définir de nouveaux paradigmes et aller en politique, pas pour se servir, mais pour servir la nation. Ils ne voient que les salaires peut-être d'un député national. Exactement, c'est tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas de vision jusque-là. Aujourd'hui, on conçoit la politique comme une opportunité de se servir. Donc, c'est ce que je disais. Nous devons changer ces paradigmes et faire la politique ayant en conscience que l'on accepte une responsabilité de servir la nation. Aujourd'hui, on conçoit la politique comme faire la politique ou assumer une fonction de prise de décision comme une faveur. En principe, nous devrions comprendre que accepter de faire la politique, accepter d'assumer des fonctions de prise de décision, c'est autrement dit accepter de donner sa vie comme nation, comme donation à la nation. C'est-à-dire on ne s'attend pas à quelque chose de retour, mais on s'est dit c'est une vocation faire la politique et on donne sa vie à la nation. Voilà les nouvelles bases sur lesquelles nous pouvons construire des nouveaux paradigmes qui vont définir qui sera l'homme politique de demain de notre génération. Je pense qu'une fois nous partons sur ces bases, nous pouvons renverser la vapeur. Le Congo que j'ai toujours rêvé, c'est un Congo qui aura sa place au soleil, pas un Congo à genoux aujourd'hui. Mais vous êtes jeune, comment vous allez pouvoir vous donner cette place-là maintenant Exactement, exactement, ne vous en faites pas, toutes les batteries sont en marche pour pouvoir renverser la vapeur. Comme je le disais tantôt, il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre conscience et les choses sont en cours de changement. Alors, le Congo que moi j'ai rêvé, et ceux de ma génération qui vont peut-être nous suivre, ils vont s'identifier à ce que j'ai dit, c'est un Congo qui aura sa place au soleil. Pas un Congo qui va se plaindre quand il est agressé par une virgule géographique.
mais c'est un Congo qui va s'assimer. Le Rwanda, une virgule. Pas un Congo qui sera réputé sur le plan international par un nombre impressionnant de détournements. Ce n'est pas admissible que dans chaque projet du gouvernement congolais, qu'il y ait des scandales de corruption, qu'il y ait des scandales de détournement des fonds. Je pense que ça doit changer. Et étant de la nouvelle génération, je suis effectivement de cette race-là de changement. On a dit non à tout ça. Et nous sommes en ligne de bataille pour pouvoir renverser la vapeur et changer la courbe de l'histoire. Nous voulons construire un Congo très fort en termes de sécurité, un Congo qui va s'imposer au concert des nations. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec le potentiel de notre pays, les chevals de bataille ou les domaines les plus favoris, les plus urgents que les gouvernements devaient prendre en considération, c'est la défense nationale. Et je suis habitué de lire les lois budgétaires depuis. Il s'est avéré que ces domaines-là a toujours été négligés dans ce pays. Non, les budgets augmentés au moins 1 milliard de dollars. Effectivement, c'est pour cette année, mais revenons 2 ans en arrière. Oui. Je vous rappelle que 2 ans en arrière, la défense avait 3,3% du budget national, ce qui est quasiment rien. Par rapport au potentiel de la RDC, nous sommes convoités par toutes les puissances au monde qui nous entourent. Et je pense que ce n'est pas normal que seul le fonctionnement des institutions puisse avoir 40% du budget national et que la défense puisse avoir 3%. Il n'y a pas que la défense, tout simplement la mauvaise foi. Tout ce qui va avec l'économie, il y a beaucoup de domaines en fait. Vous savez, les problèmes de ces pays, il est où? Les problèmes de ces pays sur le plan économique, ce n'est pas tout simplement parce que l'État ne fait pas grand-chose. Mais les 2 grands problèmes majeurs de ces pays, c'est d'abord la sécurité. Si la situation sécuritaire était sous contrôle, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, la crise économique n'aurait pas de proportions qu'elle a aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Il y a nos compatriotes qui étaient à Rutshuru, les autres étaient à Massissi. Maintenant là, ils sont contraints de quitter leur milieu d'origine pour résider dans les camps des réfugiés. Ils avaient leur champ. Et je vous informe que ce sont les rebelles qui sont en train de cueillir dans leurs champs jusqu'à maintenant là. Ça fait que la situation économique devient catastrophique. On devait nous produire des pommes de terre à Rutshuru, mais on n'est plus à mesure de les faire. Et comme conséquence, on va chercher la pomme de terre ailleurs dans des pays étrangers. Et puisque on cherche des pommes de terre ailleurs, on va utiliser les devises que nous avons pour acheter cette pomme de terre ailleurs. La conséquence est qu'il y a inflation monétaire. Il y a la dépréciation vertigineuse de notre monnaie. Tout ça, le problème, il est où? C'est l'insécurité. Merci beaucoup, M. Hibert. Nous sommes en train de décider dans cette émission dans 30 secondes. Quelle est votre conclusion? Qu'est-ce que vous donnez comme recommandation, surtout aux jeunes et aussi au gouvernement, afin de voir comment trouver une solution à tous ces problèmes qui guettent l'RDC, notamment les problèmes de sécurité, mais aussi les problèmes de développement? Alors, ce que je voudrais dire d'abord à mes pères jeunes est que nous devons cesser d'être des batailles, qu'est-ce que j'allais dire? Nous devons cesser d'être des bétails électoraux. Le bétail électoral, c'est celui-là auprès de qui l'on vient 5 ans après et on lui demande l'opportunité d'être élu et aller encore et revenir après 5 ans, etc. Je crois qu'il n'est plus temps de jouer aux bétails électoraux. Toutes ces personnes qui sont dans les camps des réfugiés aujourd'hui, s'ils y sont, c'est parce qu'effectivement, il y a 5 ans, ils ont jeté leur dévolu aux gens qui arrivent à l'Assemblée nationale, qui se complaisent d'avoir 21 000 $, qui ne font aucun contrôle parlementaire, qui ne font tomber aucun ministre, quand bien même le pays est géré de façon désespérée, qui ne font absolument rien, qui se taisent sur les coûts des billets de 21 000 $. Je crois qu'il est temps de mettre fin à cela. C'est-à-dire, il est temps de donner les mandats aux gens qui inspirent confiance, qui vont assumer leurs fonctions avec responsabilité, qui vont faire le minimum d'éthique. Il y a autant de gens dans les camps des réfugiés, il y a autant de problèmes aujourd'hui sur la table, sur le plan économique, tous les signaux sont à rouge. Ça, c'est les résultats du vote que nous avons fait en 2018. Je crois que l'opportunité nous est accordée de pouvoir renverser la vapeur et pour cette fois, donner l'opportunité aux gens qu'il faut à la place qu'il faut. Merci beaucoup, M. Hibert. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'ai eu le plaisir de recevoir Hibert Massomeko. Il est chercheur en droit.
Il est aussi boursier de la Fondation Konrad Adenauer. Voilà, merci, c'est au fixer notre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.